Bonjour à tous et bienvenue dans ce partenariat France 24 YouTube. Nous sommes à Aix-en-Provence à l'occasion de la réunion des économistes du Cercle des économistes. Et mon invité est Kemal Dervish, il est vice-président de la Brookings, qui est le plus ancien think tank basé à Washington. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Vous avez été aussi d'ailleurs aux finances de la Turquie, puisque vous êtes originaire de Turquie, mais vous avez étudié en France, oui. aux États-Unis, vous êtes turc et vous avez d'ailleurs été le Superman à l'époque, c'est comme ça qu'on vous surnommait. Au moment de la crise turque de 2001, il y a une intervention du FMI et vous étiez aux finances à l'époque. Est-ce qu'à votre avis, Kemal Dervish, il y aurait des leçons à tirer de cette crise turque de 2001 et de cette intervention du FMI, à l'époque où vous étiez ministre des Finances, des leçons à tirer pour justement aider peut-être la Grèce à s'en sortir, l'Europe d'aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle finalement de ce sauvetage réussi en Turquie en 2001 et finalement des sauvetages peut-être un peu moins réussis en ce moment en Europe? Il y a, disons, 3 points que j'aimerais souligner dans ce contexte. D'abord, c'est que quand les marchés sont nerveux, quand les marchés s'inquiètent énormément, il faut le grand bazooka, comme on l'appelle. Il faut mettre suffisamment de liquidités, de finances, pour que les marchés reprennent confiance. Donc c'est très important et du temps de la crise en Turquie, j'avais même dit au FMI, écoutez, soit c'est cette somme, soit on ne peut pas payer nos dettes. Donc choisissez, il faut que vous mettez le paquet. Et ils l'ont fait. Deuxième leçon. On n'a pas mis suffisamment le paquet, vous pensez déjà, pour la Grèce avec en Europe, ça fait 2 ans, on met des paquets qui sont trop petits, trop tard. Trop peu, trop tard. Hein, trop peu, trop tard, voilà. Et malheureusement, ça a été comme ça pendant presque 2 ans maintenant, et je crois que c'est une des raisons de la continuation des difficultés, parce que l'Europe, en tant qu'ensemble, ne se porte pas si mal finalement. Bon, deuxième leçon, c'est qu'il faut faire les réformes très vite, vraiment au début. Les citoyens sont prêts à des sacrifices, ils ont du courage encore, ils ont de la résistance, mais quand la crise dure 2, 3, 4 ans, ça se perd. Donc il faut le faire rapidement. Bon, évidemment, il y a une différence aussi, c'est que la Turquie avait sa propre monnaie, sa propre banque centrale. On a pu dévaluer et les exportations ont beaucoup aidé. Donc la croissance a été très rapide déjà, 1 an après la crise, 9% de croissance. 9% de croissance après une contraction de 9%. Bon, non mais disons, en 2 ans, c'était... Et là, grâce à des finances publiques, disons, fortes, à des réformes structurelles, vraiment structurelles dans l'économie, l'agriculture, l'industrie, les télécoms, mais aussi une dévaluation de la livre turque qui a permis aux exportations de partir en flèche. Et c'est vrai que le contexte mondial, surtout européen, était plus favorable. Alors justement, est-ce que vous pensez que la Grèce va s'en sortir ou devrait-elle sortir de la zone euro pour justement avoir ce vecteur du taux de change? J'espère qu'elle ne sortira pas de la zone euro. Moi, j'ai toujours pensé que le projet européen était un des plus beaux projets de l'histoire de l'humanité. Et sortir de l'euro, ça ne veut pas dire évidemment sortir de l'Union, mais ça serait une très mauvaise chose. Et je pense qu'il faut tout faire pour garder la Grèce, mais il faut l'aider. C'est pas normal qu'il y a 3-4 ans, tout le monde pensait que la Grèce, ça allait très bien, et tout d'un coup, c'est la catastrophe. L'économie grecque, c'est que la responsabilité est partagée, c'est ça que vous voulez dire? Est partagée, voilà, exactement. Elle est partagée, et l'économie grecque a des atouts, mais malheureusement, il y a un désespoir dans la population actuellement. Il faut redonner de l'espoir, et je pense qu'il faudra que la dette publique aussi soit réduite, parce que la dette privée a été réduite, mais la plus grande partie de la dette est publique maintenant. Je pense qu'elle aussi devra être réduite. Ils demandent 2 ans de plus, les Grecs, aujourd'hui, pour justement l'ajustement des comptes. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait... Pour l'ajustement fiscal, partout d'ailleurs. Et quand c'est même le FMI qui dit qu'en Espagne, il faut aller plus lentement, le monde a changé. Donc quand beaucoup de pays font de l'ajustement fiscal, de l'austérité en même temps, ça a des effets multiplicateurs très dangereux. Donc moi je suis plutôt keynésien. Il faut leur donner plus de temps. Mais pour les réformes structurelles, il faut y aller, vite, et pas hésiter. Mais justement, le FMI reproche à la Grèce de ne pas mettre en application ces réformes évidemment, structurelles, insuffisamment de privatisation. Il y a eu des privatisations en Turquie en 2001 d'ailleurs. Il y a eu des privatisations, mais il ne faut pas non plus tout privatiser à des prix complètement ridicules non plus. Moi je l'ai dit quand j'étais ministre, je l'ai dit au ministre américain du Trésor, on veut bien privatiser, mais à des moments où ça rapporte aussi quelque chose à l'État. Évidemment, il faut réorganiser aussi les compagnies d'État. Par exemple, Turkish Airlines, la compagnie aérienne turque, est une compagnie d'État en grande partie. Elle est une des entreprises au monde les plus performantes. Donc ce n'est pas vrai que c'est seulement le privé
privé qui peut montrer de la bonne performance. Mais il faut des structures politiques et administratives qui permettent même à l'État de fonctionner. On a besoin du marché privé, des entreprises privées, mais on a aussi beaucoup besoin d'États efficaces, peut-être plus petits, mais qui soient performants. Et pour le moment, l'État grec n'est pas suffisamment. Évidemment, là, la politique est très, très compliquée, il n'y a pas vraiment de majorité très stable, donc ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus difficiles. Que pensez-vous justement de l'accord européen qui a été passé à Bruxelles la semaine dernière, à la fois sur le pacte de croissance de 120 milliards et puis sur une intention de créer une union bancaire et de faire en sorte que le mécanisme européen de sauvetage puisse recapitaliser les banques directement? Est-ce qu'il est suffisamment concret? Si cet accord avait été conclu il y a 6 mois, moi je pense que la crise était en grande partie réglée. Mais malheureusement, il a été conclu de nouveau à un moment où l'Espagne et l'Italie étaient sous grande pression. Et les fonds qui sont disponibles dans les fonds européens pour les banques ou pour les pays souverains ne sont pas vraiment suffisants. Moi, je suis de l'avis que la Banque centrale européenne a un rôle très important à jouer. Dans la crise, les banques centrales doivent se mobiliser. Je sens que ça va peut-être venir et j'espère que ça va venir. Alors justement, Mario Draghi a baissé le taux d'intérêt, mais finalement ça n'a pas suffi à rassurer les marchés alors qu'il y a une sorte d'action des banques centrales non concertée, disent-elles, mais enfin tout de même allant vers une sorte où on fluidifie, disons, le marché. Comment se fait-il à votre avis que ça n'a pas suffisamment rassuré? On doit demander plus à la Banque centrale européenne? Ce qui s'est passé il y a quelques semaines lorsque la Banque centrale, enfin quelques mois déjà, a donné de la liquidité, les banques ont acheté les obligations souveraines, mais finalement, elles n'ont pas trouvé du capital. C'était de nouveau de la dette. Ce qu'il faut maintenant, c'est aider les banques à trouver du capital, d'injecter du capital directement, et ça, c'est une très bonne décision. Voilà. Ça, c'est une très bonne décision. En même temps, je pense que la Banque centrale européenne devrait recommencer à acheter les obligations souveraines des pays qui font les réformes structurelles sur le marché secondaire. Qu'elle refuse de faire pour le moment, parce que Mario Draghi voudrait que ce soit les États qui finalement se mobilisent. Mais je crois que les États quand même se mobilisent. Il y a énormément de réformes en Espagne, en Italie, même en Grèce. La Grèce a fait des efforts considérables et il ne faut pas sous-estimer la souffrance du peuple grec actuellement. Donc la Banque centrale européenne doit faire plus. Elle devrait devenir un prêteur en dernier ressort, à votre avis? Je crois que toute banque centrale doit être un prêteur en dernier ressort. En fait, ce qui s'est passé en Europe, avec la monnaie unique, c'est que beaucoup de pays ont perdu leur banque centrale. Aux États-Unis, la Fed a mis le paquet pendant la crise. Au Royaume-Uni, les ratios de la dette sont bien pires qu'en Espagne. Mais ils ont leur propre banque centrale. Ils ont leur propre banque centrale et que tout le monde sait que s'il y a vraiment besoin, la banque centrale interviendra, les Anglais arrivent à emprunter à des taux extrêmement bas. On sait que les Allemands ne souhaitent pas que la Banque centrale européenne ait un tel rôle équivalent à celui de la Réserve fédérale américaine. Je crois que les Allemands, évidemment, veulent pas tout payer pour tout le monde, et c'est normal. Mais d'un autre côté, ils ont aussi beaucoup profité de l'Union européenne et du marché unique. Et ça serait, si jamais il y a vraiment un écroulement de l'euro, ce que je ne pense pas, mais on ne peut pas l'exclure totalement, s'il y a des fautes politiques graves, l'Allemagne souffrirait beaucoup elle-même aussi. Et je pense qu'il y a une évolution de l'opinion allemande. Il y a aussi l'opposition social-démocrate qui est, je crois, beaucoup plus flexible que le gouvernement. Sur la France, eh bien la France augmente les impôts auprès des ménages les plus aisés. Elle va faire également, en tout cas, stabiliser la dépense publique. C'est une démarche de rigueur, mais c'est un mot un peu tabou à gauche. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est en train d'entrer dans un tournant de la rigueur? Vous qui connaissez bien ce pays. Il faut que la France mette en place évidemment des réformes structurelles. Il faut que le déficit diminue, il faut que la dette diminue. Mais la question du timing est très importante. Comme le disent beaucoup d'économistes, en Amérique aussi. Si tout le monde fait l'austérité en même temps, l'économie mondiale risque d'aller vers le bas. Et il y a déjà maintenant une grande crise de la croissance. Vous pensez que la France fait de l'austérité, là? En voulant rester justement à 4,5% de PIB de déficit public cette année et 3% l'année prochaine? Moi, je pense que la volonté du président de la République française et du gouvernement est de diminuer le déficit. Mais je pense que ça va se faire d'une façon graduelle, ce qui est une bonne chose, pourvu que l'opinion publique et aussi les marchés sont convaincus qu'il y aura des efforts sérieux, des pas importants l'un après l'autre. Certains pas ont été pris. En même temps, il ne faut pas oublier
que le modèle social européen est important, qu'il peut être performant. On n'a qu'à regarder les pays du Nord. Finalement, c'est des pays qui ont un système de solidarité sociale très fort et qui ont une performance économique excellente. Donc ce n'est pas vrai. Quelques critiques disent que le modèle européen c'est terminé, la solidarité on peut plus se l'offrir. C'est pas vrai, il faut la réformer. Ce modèle européen. Oui, mais il faut le réformer, mais pas l'abandonner. Une dernière question justement sur la Turquie. Est-ce que vous êtes favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Toujours, on sait que les Turcs ils sont moins favorables qu'il y a quelques années. Quand j'étais au gouvernement, au début, lorsqu'on a décidé de commencer les négociations, il y avait 80% des citoyens turcs qui voulaient faire partie de l'Union européenne, malgré tous les problèmes, malgré la crise européenne de l'euro, malgré l'attitude plutôt négative, malheureusement, qu'on a eue de certains leaders européens, y compris malheureusement du président Sarkozy. Malgré tout ça, 52% des citoyens veulent toujours faire partie de l'Union européenne. Évidemment, maintenant, il faut voir quelle Union européenne, parce que l'Union européenne est en train de se redéfinir, de se redessiner. Le Royaume-Uni n'aura pas le même rôle que la France et l'Allemagne. Il y aura une eurozone, j'espère, intégrée, presque fédérale à terme. Et puis il y aura des pays comme le Royaume-Uni qui feront partie de la famille à part entière, qui seront des membres du Parlement européen, de la Commission, etc., mais qui ne feront pas partie de ce noyau intégré. Moi, je pense que ça ouvre une nouvelle perspective pour la Turquie. Merci beaucoup, Kermal Dervish. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.